le journalisme face à la crise de civilisation. Alors il y a plusieurs de nos invités, même le directeur de l'IT, qui dit crise de civilisation, oh là là, bon, c'était une commodité pour dire que le journalisme aujourd'hui a fait face à des problèmes en France, dans le monde de toute nature, socio-économiques, moraux, comme on dit aujourd'hui, voilà, culturels, et que ça faisait beaucoup pour eux, et comment ils pouvaient faire face à ce vaste chantier, voilà. Donc Antoine Perrault, dans ton travail, je te tutoie, parce que c'est mon frère, dans ton travail de journaliste, comment cette année Jaurès, comment elle a pu traverser, qu'est-ce que tu en as retenu, et peut-être en pensant un peu à cette histoire de civilisation. Alors, Antoine Perrault, Mediapart. Éduquer, informer, non pas distraire, pour Jaurès me semble-t-il, mais le journaliste était peut-être quelqu'un qui parvenait, ou ne parvenait pas, en tout cas aidait à ce que accouche l'humanité. L'humanité avec un petit H, l'humanité qui n'existe pas encore, ou elle existe à peine. C'est une phrase clé du premier éditorial, nos buts, l'humanité, 18 avril 1904. Il y a chez Jaurès et chez certains grands journalistes depuis toujours cette espèce d'unité et de gloire du percheron creusant son sillon. Un vrai journaliste doit enfoncer le clou et pas seulement je ne fais que passer. Il faut reprendre la tâche parce que développer la démocratie et la raison dans les consciences, c'est en définitive faire barrage à la violence. Informer, éduquer, faire savoir à autrui, c'est assécher la barbarie. Et Jaurès veut croire à cette vertu qu'il appelle l'habitude de la réflexion. À condition de pouvoir s'appuyer sur une indépendance économique nécessaire, on y reviendra peut-être, le journaliste, et le journalisme plutôt, est capable non pas de caresser le sectarisme dans le sens du poil, mais d'œuvrer pour une sorte d'union, mais une union discuteuse et discutante, si j'ose dire. Une union à la fois vaste et ciblée. En 1904, c'était tout ce qui touchait à la vie ouvrière. Aujourd'hui, ça peut être, j'imagine, tout ce qui est victime d'un capitalisme devenu effréné, vaste public, vaste programme. Jaurès montre qu'il faut être à la fois radical, au sens propre et noble du terme, mais anti-autoritaire, engagé, mais attaché à la vérité, fut-elle déroutante. Il écrivait « C'est par des informations étendues et exactes que nous voudrions donner à toutes les intelligences libres le moyen de comprendre et de juger elles-mêmes les événements du monde. La cause défendue, et il le martelait, n'a besoin ni du mensonge, ni du demi-mensonge, ni des informations tendancieuses, ni des nouvelles forcées ou tronquées, ni des procédés obliques ou calomnieux. Elle n'a besoin ni qu'on diminue et rabaisse injustement les adversaires, ni qu'on mutile les faits. Donc le préjugé, voilà l'ennemi, la confiance en l'esprit démocratique, voilà l'allié pour Jaurès et en 2014. Aujourd'hui, évidemment, ces deux impératifs sont foulés aux pieds. L'humain doit s'effacer pour que triomphe une régression sociale globalisée. Et face à de telles tectoniques d'injustice, les journalistes, tout en ne négligeant ni le champ culturel, on va sans doute y revenir, ni le domaine international, le journaliste doit documenter les régressions et leur cortège de mensonges, de malversations et de césarisme. Jaurès en a donné la parfaite illustration lors de l'affaire Rochette. Henri Rochette avait créé le Crédit Minier et à coup de bons d'épargne fictifs, non seulement il a grugé les petits épargnants, mais en plus il arrosait le Parlement
et la presse. Et l'affaire a empoisonné, on l'a oublié aujourd'hui parce qu'il y a eu la guerre, mais a empoisonné la vie politique de 1908 à 1914. Et dans un billet d'Humanité du 22 mars 1914, Jaurès regrette que le mot non, N-O-N, si court qu'il soit, se révèle le plus difficile à prononcer pour les élites. Et il conclut: apprendront-ils à l'épeler cette fois pour non pas lancer un défi à la démocratie et à ses lois, mais pour s'exercer à braver l'arbitraire et la corruption. Et pour Jaurès, dont c'est le lait, le GS, rien n'était encore accompli. Tout restait à faire, à commencer par la révolution. Mais une révolution aussi égalitaire que lucide, universaliste et fraternelle. Une révolution qui pourrait être annoncée, accompagnée et au besoin critiquée par des journalistes libres et conscientisés, des journalistes jaurésiens. C'est pas tellement le journalisme face à la crise de civilisation, au fond. Ça, c'est plutôt la crise du journalisme dans la civilisation. C'est-à-dire qu'il arrive aux journalistes et aux journaux des choses extrêmement simples, qu'il est arrivé à d'autres corps de métier avant eux, et d'ailleurs ça s'est rarement terminé dans la joie et la bonne humeur, c'est qu'on se demande si on a encore besoin de nous. C'est ça la question. C'est-à-dire qu'on est face à une société où, à part les copains de Mediapart qui ont trouvé un modèle pour l'instant unique, inégalé et surtout, à mon avis, pas forcément reproductible, les journaux peinent à trouver, et les journalistes évidemment peinent à trouver leur place justement dans ce monde et cette civilisation. C'est ça le principal problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on a encore besoin de nous? Et moi, ce qui me frappe, en fait, c'est qu'on a l'impression que les sources, les émetteurs sont de plus en plus nombreux, c'est-à-dire que l'info est partout, elle est continue, elle nous fracasse littéralement, on l'entend tout le temps, et elle est de moins en moins diverse et plurielle. C'est ça le premier constat, si vous parlez de Jaurès, et surtout si vous parlez de Jaurès avant la guerre de 14. C'est-à-dire que Jaurès avant la guerre de 14, c'est quelqu'un qui va être assassiné, mais dont on peut penser qu'il n'aurait pas pu, vivant, arrêter la boucherie qui se préparait. Alors je ne dis pas que la situation est la même, mais on peut les comparer pour voir quelles sont les différences et quelles sont les ressemblances. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le bruit dominant est absolument univoque. C'est-à-dire qu'on nous répète exactement la même chose partout, tout le temps. Et on a l'impression que, à mesure qu'il y a de plus en plus de chaînes d'actualité, à mesure qu'il y a de plus en plus, même de Twitter, de Facebook, on pourrait dire qu'il va y avoir un pluralisme d'opinion et de point de vue de plus en plus grand. On s'aperçoit exactement de l'inverse. Alors ça a quelque chose d'oppressant, ça peut aller jusqu'au ridicule le plus achevé sur des sujets plus ou moins graves. Prenons par exemple un sujet qui a fait beaucoup parler les derniers jours, un livre d'une ex-première dame, bien que ce rôle n'existe pas en France, et tout d'un coup, on voit le journal de France 2 qui dit « Les informations contenues dans ce livre ne sont pas vérifiées, nous n'en parlerons pas ». J'avais envie de dire à Pujadas, si tu vérifies absolument toutes les informations de ton 20h, ça va être un flash. Enfin, ça va devenir... Et là, je porte même pas un jugement de valeur de savoir s'il fallait écrire ce livre, publier ce livre, s'il faut lire ce livre. C'est même pas ça. Mais c'est étonnant de voir une classe médiatique comme ça qui commence toutes ses phrases par « ce livre est infâme ». C'est très étrange, cette espèce d'unanimisme comme ça, alors qu'on ne sait même pas encore de quoi on parle. Ce livre est infâme. Alors ensuite, évidemment, l'hypocrisie consiste à dire ce livre est infâme, maintenant discutons-en. Donc en fait, c'est un préambule
à la conversation. Et là où évidemment le journaliste est embêté, c'est qu'à mon avis, s'il a un rôle jaurétien, j'espère qu'Antoine et Charles, qui connaissent infiniment mieux que moi, sont d'accord avec moi, le rôle jaurétien du journaliste, ça serait de rompre cette espèce d'union sacrée de conformisme qui consiste à dire exactement la même chose sur les mêmes objets au même moment. Voilà. Et ça, je dois dire que par exemple cet été, moi j'étais assez loin, j'étais en vacances, bon voilà, les manifestations à Paris sur Gaza, ça donnait quelque chose de fascinant. C'est-à-dire qu'à écouter le bruit médiatique dominant qui nous revenait, on avait l'impression qu'il y avait des sortes de pogroms en plein Paris, enfin que Paris était à feu et à sang, que l'antisémitisme était la dominante de ces manifestations, et petit à petit, et là il faut bien le dire parce que les journalistes ont travaillé, petit à petit, l'histoire s'est dégonflée. On s'est aperçu que c'était faux, que la synagogue de la rue de la Roquette n'avait pas été attaquée, que le rabbin lui-même de la synagogue de la rue de la Roquette disait qu'il n'avait pas été attaqué. Et tout ce qu'on nous avait raconté pendant des jours et des jours et des jours, tout d'un coup se dégonflait sous nos yeux. Et là, il y avait évidemment un rôle d'enquête et un rôle de journaliste. Donc voilà, comme j'ai promis de ne pas faire trop long, moi j'ai l'impression que s'il y a quelque chose, il est là. C'est-à-dire que quand tout le monde dit exactement la même chose au même moment, pas du tout par complot, mais simplement par conformisme, il y a un moment où l'enquête commence, et puisque tu faisais allusion à mon premier métier qui est critique de cinéma, il y a aussi un moment où le goût va primer. C'est-à-dire que la promotion, c'est très bien. Dans les médias, la plupart du temps, maintenant, c'est 98% de promotion. Par exemple, en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 2 intellectuels en France. Ils sont 2. Il y en a un qui s'appelle Michel Onfray, il est plutôt à gauche, et l'autre s'appelle Bernard-Henri Lévy, il est un peu plus à droite. Et plus je les vois, plus je me dis que ce sont les mêmes. Recto, verso, vraiment les 2 faces du même médaille. Qui ont le droit de dire absolument n'importe quoi sans être contredit. Par exemple, j'entendais Bernard-Henri Lévy, il y a une semaine à la télévision, dans l'émission de Laurent Ruquier, en train de dire l'État islamique et le Hamas, c'est la même chose. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du Moyen-Orient, d'Égypte, Maxime Rodinson, que sais-je, pour dire que c'est absurde, que c'est une absurdité. Voilà, qu'il ne s'agit pas de les trouver sympathiques, mais dire que c'est la même chose, c'est l'inverse de l'information. C'est-à-dire qu'on ne dit rien. On dit voilà, c'est le camp des méchants. Mais qui est l'un, qui est l'autre, rien là-dessus. Et ça, on entend ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que si le journalisme, les journaux veulent avoir une petite chance de s'en sortir, eh bien ils doivent faire leur travail contre ce bruit dominant et amener de la contradiction et du pluralisme là où il y en a de moins en moins. Le Jaurès, journaliste à la Jaurès, il y a un siècle et un peu plus d'ailleurs, Antoine Perrault a en fait l'actualité avec les collègues, qui parlait des dernières vacances, des événements, etc. Alors, avec Patrick Leyari, je ne sais pas s'il a envie de faire ce bond direct, là, il y a un siècle, de Jaurès, qui connaît un petit peu quand même, et à aujourd'hui, mais déjà l'expression, le travail du journaliste jaurétien. Comment tu le conçois, toi, par rapport à cette intériorité, cette fondation du journal par Jaurès? Peut-être après, pourrons-nous discuter d'aujourd'hui, comment ça sera du média, quand même le droit, comme ça vient d'être le cas, de passer, si je puis dire, d'il y a un siècle à aujourd'hui, dans cette idée du journalisme jaurétien. Patrick Leyari. Oui, d'abord, je remercie Frédéric et Antoine. Antoine a dit, à partir de l'éditorial Notre But, l'essentiel. Parce que je conseille tout le monde de lire et de relire sans cesse cet éditorial, et vous y trouverez par vous-même à
en relecture, en réfléchissant, vous posant sur chaque phrase qui a une énorme valeur. Les fondements de ce qui devrait faire la morale, la valeur de ce métier aujourd'hui. Antoine a dit tout à l'heure, cette phrase, c'est par des informations libres, des informations exactes, nous voudrions que toutes les intelligences libres, etc. Mais il faut bien mesurer la portée d'une telle phrase. Parce que c'est par des informations exactes, Frédéric vient de donner des exemples, par des informations exactes, et considérer qu'il y a des intelligences libres qui peuvent se faire elles-mêmes leur opinion sur les événements du monde, rien que cette profession de foi-là, il faut bien voir la modernité c'est la seule phrase, mais il y en a comme ça, des dizaines dans ce texte. Et nous y sommes loin. Nos amis viennent de le dire. Et nous y sommes loin pour les raisons qui viennent d'être dites, mais moi je vais dire quelque chose d'assez dur, je pense, assez discutable, mais très dur. Je pense que on est passé d'un journalisme, certes, où il y avait des différences, des contradictions, où il y avait de la controverse, tout à fait normale, peut-être des procédés obliques et des mensonges, parce qu'il y avait des procédés obliques et des mensonges. Jaurès dit ça, c'est il le dit à propos de ses propres amis. Il dit, ce n'est pas la peine que dans le parti nous ayons des procédés obliques et des mensonges, nous n'avons pas besoin d'en rajouter. Ceci est vrai, ça a toujours été vrai vraisemblablement. Mais la nouveauté, c'est la consanguinité qui existe désormais entre non seulement les grands médias, comme on les appelle, qui appartiennent à qui vous savez, c'est-à-dire à ceux qui sont dans l'immobilier ou dans la vente d'armes ou je ne sais quoi encore, dans la banque, et puis les journalistes, les équipes de rédaction, qui ne sont pas libres. C'est pour ça que j'ai un désaccord parfois avec des choses qui se disent. Moi, je n'attaque jamais, je ne conspue jamais tel ou tel journaliste. Il m'arrive de me laisser aller, mais je ne dis pas il est mauvais. Je sais qu'il a eu une commande. Je sais parce que ça se passe comme ça. Je vois comment on rend compte de la fête de l'humanité année après année. Je sais ce qu'on me dit, je sais le travail qu'ils font, ce qui est filmé, quelquefois l'angle, et puis ce qui passe à la télévision, ce sont deux mondes, deux choses totalement différentes. Et donc il y a des consignes, il y a des ordres. Vous savez, dans la fête ici, il y a 250 débats. Il y a des prises de position, il y a des initiatives, il y a des contradictions, il y a des controverses, il y a de l'élaboration, il y a des idées. Il y a 300 écrivains qui sont venus au village du livre. 300 écrivains. Il y a des artistes qui parlent, qui veulent parler, qui disent des mots. Puis hier, ils n'ont vu qu'une personne venir à la fête. Une seule. Jérôme Carviel. Et ça passe en boucle. Mais ça passe en boucle non pas pour discuter de la problématique auquel on est confronté, c'est-à-dire lui-même, son travail, voire même la justice, ce qui fait partie de débats que nous devons avoir. Ce n'est pas ça mon problème. Mais pour tenter d'accoler les forces progressistes, le front de gauche, au fait que celui-ci serait devenu notre nouveau Che Guevara. Donc l'opération consiste bien à nous discréditer, ne consiste pas à dire tiens, ce mec-là il va là, pourquoi, qui a traité son affaire, etc. Donc il y a consanguinité. Et il y a une autre consanguinité dont il faut se méfier de plus en plus. Moi je suis pour l'amour de tous avec tous, mais quand même, Frédéric vient de citer tout à l'heure un excellent ouvrage qui a dépassé
un beau texte de Flaubert qui, à son époque, n'avait été vendu qu'à 17 exemplaires. Voici que nous avons un excellent ouvrage qui est vendu à 500 000 exemplaires, mais ce qu'il y a surtout derrière cette affaire pour moi, c'est que je me rends compte, et c'est écrit dans cet ouvrage, des choses que je ne connaissais pas. Parce que je l'ai lu, il faut se renseigner. Je ne savais pas que l'actuel président de la République, dans le cadre de relations professionnelles et politiques, a travaillé, donné des informations, de lui donner même des tuyaux, des schémas d'analyse, même paraît-il, à celle qui par la suite est devenue la grande écrivaine que nous connaissons en ce moment. Donc il y a bien quelque chose, il y a bien un problème de consanguinité, il y a, on est ensemble, on se marie, on se démarie, on va avec, enfin bref, tout ce que vous connaissez. C'est le cas de l'actuel président, mais c'était le cas aussi du précédent. Parce que vous savez, le précédent, entre Madame Athias et Madame la guitariste, il a eu aussi, on l'a trouvé souvent, mais c'était bien, d'ailleurs il faisait ses courses à Ilias. Ah, Darty, pardon. Excuse-moi Frédéric, mais il est précis, on voit quand même la précision des incorrectibles. Donc ceci devient bien un problème. C'est qu'à partir de ce moment où on a plus, moi je suis, comprenez-moi bien, je n'ai rien contre tout ça, mais dès lors que nous n'avons plus le recul, le traitement de la politique, il a parlé de Gaza, mais la grève des cheminots, la manière dont la grève des cheminots a été traitée, vous vous rendez compte, pour casser, en dehors de tout débat, sur la réforme elle-même et tout, mais pour casser un mouvement des cheminots, on a inventé cette chose extraordinaire qu'on ne pourrait pas passer le bac parce que les cheminots étaient en grève. Oui, mais mesurons bien, parce que ça a eu un impact considérable. Ça a sorti les gens de la question de l'intérêt général, de la question de, oui, voilà des gens qui nous transportent tous les jours, et peut-être bien que ce qui se fait n'est peut-être pas conforme, peut-être bien que ça n'arrivera pas à long terme notre problème. Regardez en ce moment, si quelqu'un peut comprendre, en regardant un certain nombre de grands journaux, et surtout la télévision et la radio, peut comprendre ce qui se passe en Ukraine, et bien celui-là, je lui donne la chaire de sciences politiques à la Sorbonne, parce que c'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre. Pour eux, c'est simple. Une affaire très complexe, très compliquée, qui mêle des enjeux d'histoire, de géographie, qui mêle des enjeux d'histoire au long cours, de géographie au long cours, aujourd'hui des questions nouvelles, géopolitiques, des engagements qui ont été pris vis-à-vis des dirigeants hier de l'Union soviétique, de la Russie aujourd'hui. Et donc, Poutine est un infâme, la cause est entendue, et on ne répète que ça. Mais on ne dira jamais qu'il y a eu 2500 morts, déjà. Et vous, même, tu as cité fort justement des philosophes qui parlent du Proche et du Moyen-Orient. Pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, c'est très compliqué. La presse écrite essaye de faire un décryptage, prend le temps, donne des informations, mais c'est très compliqué. Donc, malheureusement, je pense que entre la presse, une partie des journalistes et l'oligarchie, il y a une connivence aujourd'hui qui devient extrêmement dommageable. Il n'y a pas seulement que la propriété. Ensuite, pour envoyer sur le mot que dit civilisation, il y a une crise du journalisme dans une crise de civilisation. Pas seulement dans la civilisation, parce que moi je vois trois grands enjeux, trois grands problèmes. Il y a une crise de l'avenir de l'être humain, une crise anthropologique extrêmement importante, qui elle-même est à relier avec une crise
environnementale, une crise écologique de haute intensité, qui est trop sous-estimée. Il faut regarder ce qui a été dit cet été par un colloque de scientifiques, par le colloque des météorologues. Le réchauffement climatique est en marche déjà, et il y aura des conséquences, pas seulement la pollution. Et cette conséquence ne peut pas consister, comme on l'a fait au printemps dernier, à faire rouler le mardi les plaques paires et le mercredi les plaques impaires. L'enjeu est bien plus grave que ça. Mais justement, en faisant rouler les plaques paires et les plaques impaires et en emmerdant tout le monde, on est en train de bloquer une réflexion sur cette grande question de l'avenir écologique de la planète. Et j'en vois une, je ne l'aurais pas dit comme cela aujourd'hui, il y a un an vraisemblablement, mais je suis depuis plusieurs semaines maintenant, peut-être que j'exagère, peut-être qu'en mon fort intérieur je suis trop marqué par ça, mais j'en suis au point où je crois que l'ensemble de ces crises et les crises monétaires, les crises du système, voire les crises de sens, parce que les dirigeants ont dans certains endroits du monde fabriqué des monstres qui égorgent aujourd'hui des journalistes et des gens d'organisations humanitaires. C'est le cas cette nuit. Ça, il ne faut pas se raconter d'histoire. Pour contrer les forces progressistes, le mouvement national arabe, on a fabriqué ces monstres. On a dessoudé, je ne suis pas pour les dictateurs, entendons-nous bien, on a dessoudé littéralement en présentant à l'ONU un flacon de sable qui a été pris au large de la plage de Karnak, près de chez moi, et on a dit, j'ai la preuve qu'un dictateur, M. Saddam Hussein, détient des armes de destruction massive, et à partir de là, on a fait la guerre en Irak. On a détruit ces pays, on a fabriqué des monstres qu'aujourd'hui ils ne maîtrisent même plus. Et l'autre chose qu'ils ont fait, l'autre partie de la monstruosité, c'est d'avoir donné carte blanche, libre cours aux marchés financiers, aux puissances financières. Aujourd'hui, c'est une minorité. C'est pas le banquier au coin de la rue de chez nous seulement, c'est pas ça le problème. C'est qu'on a donné à une minorité de fonds financiers, de paradis fiscaux, la possibilité de diriger le monde. Eh bien, ceci est en train de se percuter, tout ceci se percute au point que je considère que les nuées, comme disait Jean Jaurès, qui sont en train de se porter sur le monde aujourd'hui sont extrêmement dangereuses. Parce qu'au cœur, dans le tourbillon de ces nuées, il y a des êtres humains, il y a des hommes et des femmes, et ça a trop quand même l'odeur du pétrole et la senteur du gaz pour que tout ceci soit totalement normal. Ça a trop le mauvaise odeur de l'argent et de ce que Jaurès appelait les guerres de proie, les guerres pour s'accaparer des territoires, pour s'accaparer des ressources, pour être dominateur. Ça a trop cette mauvaise saveur pour être le résultat d'une quelconque fatalité venue des opérations de quelques saints d'esprit que ce soit. Et donc, ceci nous oblige. Moi, je dis ça parce que nous sommes, j'ose le dire, Mediapart, les Inrocks, Cultive, nous sommes, il y en a d'autres, Politis, il y en a d'autres, même le Figaro. Nous sommes plutôt des journaux de qualité, des médias de qualité. Mais quand nous faisons 24 pages, je ne sais pas combien Mediapart produit beaucoup de pages maintenant chaque jour, mais quand nous produisons 24 pages de journal, et que dans un seul bulletin d'information du monsieur qu'a cité
Frédéric tout à l'heure, ce n'est que l'équivalent d'une page de journal, mais ça a une portée pour 4 millions de personnes chaque soir, tandis qu'un journal comme l'Humanité, c'est 50 000 personnes, c'est-à-dire à peu près 200 000 personnes qui le lisent dans la journée, chaque jour, et encore, ils n'ont pas le temps de lire 24 pages. Donc, le devoir que nous avons, c'est d'être fidèles à Jaurès, c'est-à-dire de donner des vérités, de décrypter de l'actualité et de faire du débat contradictoire, parce que je ne prétends pas que c'était un peu dur, je demande aux journalistes de l'Humanité qui sont dans la salle de fermer leurs oreilles, mais je ne prétends pas que ce qu'il y a tous les jours dans l'Humanité soit parfait, soit totalement exact. Nous y prenons parfois plusieurs fois au fil de la journée, parfois au fil de la semaine, mais en tout cas, nous apportons un angle, comme Mediapart, comme Les Arabes, comme d'autres, apportent un angle. Mais ceci, dans le paysage d'aujourd'hui de l'information continue, des chaînes d'information continue, où il y a les grands débats, comme on vient d'entendre tout à l'heure, de Zemmour contre Zemmour et de Fleury contre Fleury, ça, vous savez, ils se sont donné bonne conscience en disant, par exemple, il y a une émission à RTL le soir là, ça s'appelle « On refait le monde ». Ça dure depuis quelques années et ils n'ont encore rien refait, parce que quand vous sortez de ça, vous ne savez même plus où vous êtes. Et c'est comme ça tous les jours. Hier, je regardais, ou avant-hier, je regardais à e-télévision, tard la nuit, un débat où il y avait le personnage qu'on vient de citer, Zemmour, Nicolas Domenac. C'était curieux, d'ailleurs, maintenant, animé par un nouvel animateur, d'habitude il faisait le foot, et maintenant il fait ça. C'était assez bizarre. Le débat était bizarre. Et c'était d'autant plus bizarre que j'ai l'impression que Zemmour parlait tout le temps. Il parlait tout le temps. Domenac, il ne pouvait même pas parler et personne ne disait à Zemmour, maintenant tu as assez parlé. Et donc ce système d'information en continu, qui est partout, hein, vous allez acheter vous allez boire un coup dans un bistrot, vous avez la chaîne d'information continue, vous avez ça, vous avez tout ça. Dans les entreprises maintenant il y a des contrats, j'ai appris ça assez récemment, il y a des contrats avec un certain nombre d'entreprises, avec soit Radio Capital ou Radio Medef, vous avez ou Télé Medef et Télé Capital. Donc vous avez le choix. Pluralisme, comme l'autre qui dit. Donc quand vous avez fini votre journée, vous êtes informé. Ça, c'est sûr que vous êtes informé. Mais vous ne pouvez pas vous dépatouiller là-dedans. Parce que précisément, ça crée les conditions pour qu'on ne soit pas citoyen. Je le dis d'autant plus que, moi quand même, qui suis en train de vous expliquer tout ça très longuement, ça m'est arrivé de me faire avoir. Donc j'ai un conseil à vous donner, lisez plutôt nos journaux.